Aujourd'hui, on va vous faire découvrir un animal qui vit dans les profondeurs des océans et mers. Connu pour son incroyable morphologie et anatomie, cet animal a apparu sur Terre il y a environ 650 millions d'années et figure probablement parmi les premiers métazoaires. C'est un animal qui est carnivore, qui ne poursuit pas sa proie, mais attend que celle-ci se jette dans un piège tendu par ses tentacules. Sa nourriture est à base de crevettes, petits crabes et petits poissons. Il est le seul être vivant dont on ne comprend pas le vieillissement. Grâce à ses capacités régénératrices, les scientifiques le considèrent comme immortel. Vous voulez le connaître? Eh bien, c'est la méduse. La méduse est un animal qui passe leur vie en pleine eau. Le poids de leur corps est généralement composé de 98% d'eau et de 2% de matière sèche. Cette composition varie en fonction de l'espèce et de la salinité du milieu. Son corps mou est constitué par une substance gélatineuse appelée la mésoglaie. La méduse est constituée d'une ombrelle, la partie principale du corps qui permet d'effectuer des petits déplacements par battement, mais surtout de garder un certain équilibre dans l'eau. Un endoderme, une partie de la méduse fournissant ses systèmes digestifs et respiratoires. L'estomac, c'est l'organe digestif. Les gonades, ce sont les glandes sexuelles. Une poche génitale, c'est un sac contenant l'ensemble des organes génitaux. Un organe tactile de la méduse, dit les tentacules. Canal du manubrium, nom du tube contenu dans le pied de la méduse. Bras oral, le membre de la méduse qui est relatif à sa bouche. La bouche, l'entrée du tube digestif. Sous-ombrelle, c'est la partie inférieure de l'ombrelle. Et enfin, un tube suivant le rayon de l'ombrelle de la méduse est appelé canal radial. La partie qui nous intéresse beaucoup plus aujourd'hui dans le corps de la méduse, c'est les gonades. Les gonades des méduses sont constituées de deux paires d'organes allongés suspendus sous l'ombrelle, près du centre. L'ovaire horizontal en forme de ruban est fin et allongé. Ce dernier est en contact avec la paroi stomacale principale par le sinus génital. Enfin, les méduses ne possèdent pas d'orifice génital. Les gamètes passent dans la cavité digestive avant d'être expulsés à l'extérieur à travers la bouche. Les ovocytes se développent à partir de l'endoderme d'abord dans la région proximale, pour ensuite grandir en se dirigeant vers le côté distal. La structure générale des gonades mâles est similaire à celle des femelles. Les follicules de sperme se prolongent jusqu'à la marge distale, démarrant en tant que de petits amas de cellules. Les follicules se ramifient en des diverticules complexes qui finissent par remplir complètement la gonade. En général, la fécondation chez les méduses est externe, où la méduse mâle et femelle libèrent les gamètes dans le haut de la cavité gastrique. Les méduses ne possèdent pas d'orifice génital, donc les ovules et les spermatozoïdes sont libérés par la bouche des méduses. Et c'est dans l'eau où les gamètes mâles fusionnent avec les gamètes femelles pour obtenir un œuf fécondé ou un zygote, qui sont opaques et d'une couleur variant du brun au mauve. Mais il arrive chez quelques espèces de la méduse que la fécondation soit interne, où le mâle libère les spermatozoïdes, mais la femelle garde les ovules dans son estomac. Puis, celle-ci avale les spermatozoïdes portés par les courants marins et donc la fécondation va avoir lieu à l'intérieur même de l'estomac de la femelle, qui donne un zygote qui sera libéré dans l'eau. Le cycle de développement de la méduse est assez bien connu. Sachant que la saison de sa reproduction est bien la fin de l'été dans les régions tempérées. Tout d'abord, et après 2 jours de la fécondation, l'œuf fécondé va subir une segmentation totale et égale afin de donner une blastula creuse et ciliée. Par délamination ou bien prolifération polaire, la division de certains nombres de cellules conduit à la formation d'un parenchyme, qui comble le blastocèle pour donner une parenchymula. C'est le stade où s'organisera un deuxième feuillet, l'endoderme, qui va être séparé de la première couche, l'ectoderme, par une couche de mésoglaie, un élément nutritif pour l'embryon. Juste après, le parenchyme central se résorbe pour laisser place à une cavité, l'archentéron, pour former la planula qui se déplace grâce au battement ciliaire et au courant océanique.
Le sens de déplacement permet de distinguer le pôle antérieur du postérieur. Après une phase pélagique plus ou moins longue, environ quelques semaines, elle perd ses cils et se fixe au fond de la mer. Elle s'appellera plus une planula, mais un polype dit primaire. À ce stade-là qu'on peut remarquer l'apparition d'une cavité dite la cavité gastrique de la future méduse et le début de la formation des gonades, mais aussi l'apparition des petits tentacules qui sont dus au prolongement de cellules de l'ectoderme. Le polype subit une segmentation pour avoir plus de cellules qui se disposent d'une manière précise pour nous donner une strobila qui est une forme secondaire plus développée de ce dernier. Cette strobila passe par une étape appelée strobilisation. C'est une forme de reproduction asexuée où la strobila subit à son tour une segmentation spontanée et transversale qui donne naissance à une éphyra, qui est en quelque sorte le stade jeune de la méduse. Par la suite, chacune d'entre elles se détache du pédoncule de la strobila par bourgeonnement et s'éloigne à la nage. Pendant un mois, le temps de devenir adulte, la jeune méduse va se nourrir de la quantité de mésoglées présente dans l'ombrelle. Au fur et à mesure de la croissance, la forme d'éphyra se change d'une forme ovée à celle d'un parapluie. Les modifications morphophysiologiques des phases de développement peuvent être résumées notamment en l'apparition des bras marginaux à leur premier stade de développement, environ 8 bras au bout de 56 heures. L'apparition du muscle coronal dans les premiers 60 heures, qui précède les muscles radiaux, ce qui permet la transition rapide de la natation ciliaire à la natation musculaire. Modification morphologique de la cavité gastrovasculaire grâce à l'apparition des canaux rhopalaires. Après 92 heures, l'éphyra atteint sa forme finale, c'est-à-dire la forme d'un parapluie, et donne une méduse adulte qui est prête de libérer ses gamètes dans l'eau et le cycle recommence à nouveau. À la fin, on peut résumer le cycle de vie de la méduse comme ceci. Tout d'abord et après la fusion des gamètes mâles et femelles, on obtient une planula qui se transforme en polype puis à une strobila. Celle-ci bourgeonne et nous donne une éphyra. Et c'est après un mois de la fécondation qu'on obtient une méduse qui est le stade adulte de l'éphyra. En regardant son embryologie et son développement, on comprend mieux la cause du fait que la méduse a été longtemps confondue avec des plantes. Mais grâce à la recherche, les scientifiques ont compris avec le temps que la méduse est un animal comme tout autre qui vit dans l'eau. Et malgré son air innocent et fragile, la méduse possède une arme fatale contre ses ennemis. Elle peut d'une simple piqûre causer des dégâts dans le corps de l'être, ce qui est une manière de se protéger, mais aussi de chasser dans les profondeurs des océans et mers.